Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année à venir. J'espère qu'elle vous sera douce et heureuse, c'est tout ce que je vous souhaite. Basilic n'a pas encore fait sa rentrée, mais je ne souhaitais pas vous laisser trop longtemps sans un épisode à écouter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous propose de découvrir un épisode du podcast La Petite Voix, animé par la douce Herveline Denis. J'ai choisi l'épisode dans lequel Herveline donne la parole à Florence Servan-Schreiber, que vous connaissez sûrement. Je trouve que cet épisode est idéal pour bien débuter l'année. En effet, Herveline et Florence nous parlent de bonheur, de kiff, de plaisir, de joie. Cet épisode est lumineux et inspirant. J'espère qu'il vous plaira. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la toute première interview de 2025. Prenez soin de vous et à très vite. Je vis dans un monde intérieur qui est extrêmement coloré et j'ai appris à le libérer. Chaque décennie m'a permis de libérer un peu plus encore ce monde intérieur. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui me font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'accueille Florence Servan-Schreiber pour un épisode qui, je l'espère, va vous faire kiffer. Avec ses livres comme 3 kiffs par jour ou Power Patate et plein d'autres choses dont on va parler ensemble dans cet épisode, Florence a fait du bonheur son terrain d'expérimentation. À l'occasion de la semaine de la santé mentale, nous allons voir ce qui se cache derrière ce bonheur. Parce que parfois, avant d'en arriver au kiff, il y a aussi des tempêtes à traverser. Nous allons découvrir son parcours entre son exil forcé en Californie à 19 ans, sa découverte de la psychologie transpersonnelle et son parcours en entreprise. Un parcours atypique qui n'a qu'un seul moteur, l'envie de défricher, de découvrir le nouveau, même en psychologie, et de transmettre. Bienvenue dans un épisode à la fois lumineux et inspirant. Aujourd'hui, avec Florence, nous allons parler de l'art de se faire un prénom, de ridologie, et ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, et de cultiver la fantaisie au quotidien. Bonjour Florence, merci de me recevoir chez vous à Paris. Bonjour tout le monde. Merci d'être là dans La Petite Voix. Et j'ai souhaité vous rencontrer pour une occasion particulière, puisque là, c'est la semaine de la santé mentale. Et il m'a semblé que vous étiez la parfaite interlocutrice pour en parler. Je vous explique un peu ma démarche. En fait, pour moi, vous avez 2 casquettes qui sont intéressantes par rapport à ce sujet-là. C'est que d'un côté, vous avez une formation en psychologie transpersonnelle, en PNL, en psychologie positive, donc quelque chose pour moi d'académique. Mais en même temps, et c'est ce que j'aime chez vous, et c'est pour ça que je vous suis, c'est que vous avez une approche très décomplexante par rapport à ça, plutôt fun, puisque vous êtes la mère des 3 kiffs par jour, du Power Patate. Et donc, vous savez nous amener ces sujets-là de santé mentale de manière assez fun. Donc voilà pourquoi je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Du coup, je suis obligée de commencer par cette question-là, Florence. C'était quoi votre dernier kiff ? Mon dernier kiff, quelque chose pour lequel j'ai ressenti beaucoup de choses, c'est la sortie d'une série qui s'appelle La Maison sur Apple TV+, qui a été produite par mon mari. Il y a des kiffs transitifs. C'est-à-dire que quelqu'un peut vivre quelque chose et ça nous fait de l'effet. Ça m'a fait beaucoup d'effet pour lui, pour tous ces gens qui ont travaillé là-dessus. J'aime la création, j'aime cet homme aussi. Je vois la difficulté qu'il a traversée. J'éprouve beaucoup de gratitude parce que la série, le produit est magnifique. Donc, ça m'épate. Ah, c'est beau.
On va parler de vous, Florence, et de votre parcours. J'ai lu qu'à seulement 19 ans, vous avez eu envie de partir. Il y a 2 choses en fait intéressantes. Non seulement vous êtes parti en Californie, mais pour y faire des études de psychologie. Pourquoi ces 2 choix-là ? Vous voulez la vérité ? Ah bah, s'il vous plaît, on est là entre nous. J'ai été exilée par mes parents. Oh. J'étais une adolescente bien trop turbulente et tourmentée. Ils n'en pouvaient plus. Donc, ils ont décidé de m'expédier en Californie où je suis partie pour faire des études de cinéma parce que ça m'intéressait. Ça avait l'air vivant. C'était un métier debout. C'était de l'image, de la création. Et arrivée en Californie, je suis tombée sur et dans tout le mouvement du développement personnel, de la connaissance de soi, de ce vocabulaire qu'ont les Californiens pour décrire ce qui se passe à l'intérieur d'eux, décrire ce qui se passe autour d'eux. Et c'était en fait l'univers qui m'attendait. C'est-à-dire que c'est ça dont j'avais besoin probablement à titre personnel. J'ai trouvé ça fantastique. Et étant une adolescente tourmentée, parce que c'est ce que j'étais, de me dire « Ah, mais en fait, ça peut s'arranger. » Et si seulement j'avais su ça plus tôt. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai changé complètement la direction de mes études et que depuis, je me consacre à ça. Donc, le départ était un peu forcé, mais finalement, c'était un cadeau que vos parents vous ont fait. Le départ était accidentel. Si on regarde, beaucoup de nos départs sont accidentels. Enfin, on tombe sur des gens, on croise des choses. Je suis persuadée que nous avons toutes et tous un radar qui est notre radar et qui va fonctionner où que l'on nous mette. Je suis obligée de revenir sur ce moment où vous me dites que vous étiez une adolescente tourmentée. Qu'est-ce qui tourmentait l'adolescente que vous étiez ? Absolument tout, la définition de moi-même, la séparation de mes parents, les exigences familiales, la difficulté à savoir ce que je voulais faire dans la vie, comment on se fait des petits copains, enfin tout, je ne sais pas. L'adolescence. La vie, les études, mon Dieu, les études. Vraiment, j'aimais pas l'école. Passer son bac, enfin, c'est pas facile, hein. C'est un moment vraiment de mue qui est plein de problèmes. Et vous soulignez aussi un point, là, vous le survolez, mais j'imagine que ça faisait partie des sujets. Vous venez d'une illustre famille et avec un nom très beau, mais peut-être parfois difficile à porter quand on est cette adolescente et qu'il faut prendre la relève de votre père, de vos oncles, de vos tantes. Vous savez, c'est comme si vous dites à un poisson, mais comment tu fais pour nager dans l'eau ? Le poisson, il vit dans l'eau. Mais si vous voulez savoir, en effet, dans une famille comme la mienne, l'enjeu est plutôt de maintenir son prénom. Donc, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Bien sûr. Au collège, c'est horrible quand tout le monde connaît votre nom parce que voilà, tout le monde se moque de vous pour des raisons complètement extérieures à vous-même. Et puis ensuite, si je prends, comme j'ai depuis écrit des livres, c'est vrai que dans ma famille, c'est pas tant est-ce que tu vas écrire un livre, mais c'est sur quoi vas-tu écrire un livre. C'est ça. Donc voilà, mais chez les cordonniers, ce sera les réparations de chaussures. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais absolument comme dans toutes les familles, sauf que ça se voit un petit peu de l'extérieur. Il faut se faire un prénom en fait, puisque le nom est déjà bien installé. Il ne faut rien, mais c'est le job possible. Donc c'est ce que vous avez commencé à faire à 19 ans en Californie. Soudain, le fonctionnement de l'être humain, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé passionnant de voir comment un enfant devient un adolescent, devient un adulte, comment on meurt. Parce que j'ai fait des études de psychologie transpersonnelle. Donc, on alliait de la spiritualité avec la psychologie clinique. Donc, on traitait absolument de tous les sujets, de deuil, de la mort. C'était vraiment pas très classique. Je ne me destinais pas non plus à être thérapeute, mais je suis intéressée, je reste profondément intéressée par nos mécanismes. Combien de temps ont duré ces études là, en Californie Ça dure 4 ans. Non, vraiment, la chance a voulu que, en effet, je rencontre tout ça. Et puis, c'est un endroit du monde qui m'inspire profondément. Nous y avons vécu en famille lorsque j'avais 7 ans. Okay. Et je crois qu'il y a quelque chose, donc j'éprouve là-bas une liberté que je ne ressens pas ici. Et donc, quand je l'ai retrouvé en partant faire ces études, par ailleurs, il y avait aussi cet univers totalement contemporain de la psychologie. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai une bêtise si je dis que c'est tout le mouvement Palo Alto qui vient de Californie. Alors, Palo Alto, c'était plutôt dans les années 60, mais en effet,
Vous parliez de PNL tout à l'heure. Ouais. Je me suis formée à la PNL à Palo Alto en étant l'esclave d'une femme qui s'appelait Ginny Laborde et qui était formatrice en PNL, qui elle-même avait été formée par Grinder, John Grinder, qui était le fondateur, l'inventeur et Bandler, qui étaient les 2 fondateurs de la PNL. Donc oui, c'est géographiquement à Palo Alto, mais l'école de Palo Alto, c'est quelque chose de très précis que j'ai plutôt appris à l'université. C'est vraiment comme un creuset là-bas. Il y a encore, j'en reviens, j'y étais cet été, il y a encore cet esprit très particulier c'est comme si on s'occupait de son âme, en fait. Donc, il y a quand même effectivement cette dimension très spirituelle à laquelle on est peu habitué en psychologie classique, j'ai envie de dire. Spirituel et pragmatique. Et joli mariage. Les Américains sont très pragmatiques et c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup plus facilement de leurs mécaniques intérieures et de leurs émotions que nous ne savons le faire dans notre culture qui est très tenue. Et j'appartiens à cette culture très tenue. Donc, quand je vais là-bas, ça me permet d'ouvrir des petits portillons qui font que l'air est plus chaud et que ça passe mieux. Il y a comme une partie de vous qui vit là-bas. C'est ce que j'entends, la manière dont vous l'abordez. Il y a absolument une partie de moi qui se définit là-bas. Tout à fait. Je suis, de toute façon, je suis plein de gens à l'intérieur de moi, mais la flow californienne, clairement, est très, très présente chez moi. Et là, malgré tout, je reviens à vos études. Au terme des 4 années d'études, vous avez votre diplôme en psychologie transpersonnelle. La PNL, c'est à la même époque, je crois. Oui, parce que pendant mes études, je travaille pour Ginny Laborde. Donc, si on résume l'affaire quand même, peu de ce dont je me sers dans ma vie professionnelle a été appris à l'école. C'est sur le terrain, c'est dans cette expérience avec Ginny Laborde que j'ai vraiment fait l'expérience de la PNL, que j'ai fait l'expérience de la formation, que j'ai découvert ce plaisir énorme que j'ai à transmettre les choses et à manier des pédagogies. Personne m'a appris ça à l'école ou à l'université. Une première question, pourquoi vous faites le choix de rentrer en France au bout des 4 années? Parce que j'avais un petit copain à Paris. Ah, bah c'est une excellente raison. Donc vous rentrez et là, vous ne faites pas le choix de vous lancer comme thérapeute? Pas du tout. Quand je rentre à Paris, la PNL n'existe quasiment pas. Et donc, je commence par créer des premiers séminaires de PNL pour un institut de formation. Et puis, en fait, être thérapeute, pour moi, n'est pas du tout une valeur ajoutée que je peux apporter. Pour plein de raisons, je mémorise très très mal les choses. Donc l'idée de ne pas me souvenir du nom du chat ou de la sœur ou de la mère d'un patient, ça me terrifie avant même d'avoir commencé. Et l'autre chose, c'est que je sais maintenant que j'ai un trouble de l'attention assez manifeste et ça demande beaucoup d'attention et ça demande beaucoup de présence physique. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 métiers qui sont vraiment géographiques, c'est tenir une boutique et être thérapeute. On est dans le même endroit et ça ne m'est pas accessible parce que j'ai trop la bougeotte. D'ailleurs, je trouve que ça vous définit bien cette notion de bougeotte parce que quand j'ai voulu préparer notre entretien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'étiquette. On ne peut pas vous mettre d'étiquette. Donc, on le voit dans votre parcours. Vous faites ces études-là en psychologie, mais finalement, assez vite, vous allez être très présente dans le monde de l'entreprise. Alors, comme vous l'expliquez, à travers de la transmission, de la PNL, etc. Mais vous êtes aussi beaucoup dans ce monde-là de l'entreprise. Je fais vraiment mes premières armes professionnelles en travaillant avec les auteurs d'un livre. Tout ça, c'était dans les années 80. Les années 80, c'était La Gagne, c'était Bernard Tapie, etc. Donc, c'est à ce moment-là que je suis rentrée en France. Je travaillais donc je faisais de la formation à la qualité de service. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où Darty a développé son service après-vente. Enfin, toutes les marques commençaient à parler de ça. Et donc, nous faisions pareil. Mes associés rentraient également des États-Unis. Donc, nous étions empreints de cette culture du client dont on s'occupe. Et c'était assez nouveau dans la fin des années 80. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Donc, je connais très, très, très bien le monde de l'entreprise. Vous étiez heureuse dans ce monde de l'entreprise, justement? Oui, parce que j'enseignais un sujet qui était nouveau. Ce que je retrouve, vous savez, cette image de la Californie, en fait, me va très bien parce que c'est le Far West. Et je n'aime que le Far West. C'est-à-dire que je n'aime que les idées qui ne sont pas encore complètement intégrées parce que je les débusque, parce qu'elles m'intéressent, parce qu'elles me plaisent. Et comme je suis assez Josie les bons tuyaux, si j'ai découvert quelque chose, je vais vous dire, mais est-ce que tu sais que
Et franchement, si je regarde maintenant, parce que maintenant je peux regarder derrière, j'ai passé suffisamment de temps à vivre pour voir que c'est vraiment le moteur de tout ce que je fais. C'est est-ce que tu sais que, et 3 petits points, et à ce moment-là, je vais vous raconter la dernière chose que j'ai apprise. Donc, je passe mon temps à aller apprendre des choses pour pouvoir vous dire, est-ce que tu sais que? Et puis, et c'est comme ça que je partage ça. C'est ça, parce que du coup, il y a la notion d'innovation, effectivement, que je m'étais notée, de défricher, en fait, des nouveaux terrains. Mais derrière ça, vous avez ce besoin de transmettre, en fait. Une fois que j'ai découvert quelque chose, c'est en effet le premier réflexe qui me vient. Je ne sais pas si vous avez vu que dans un moment, dans ma vie professionnelle, j'ai été ridologue. Alors, ridologue, c'est non pas spécialiste des rides, mais spécialiste des rideaux. J'ai dû apprendre à faire des rideaux parce que je m'installais et que j'avais des fenêtres sans rideaux et qu'on n'arrivait pas à dormir. Donc, je suis allée apprendre à faire des rideaux. C'était dans un moment professionnel de burn-out total. C'était juste après cette période de qualité de service. Ok. Vous l'avez terminé sur un burn-out Je l'ai terminé sur un burn-out, un baby blues et un deuxième enfant. Ça commence à faire beaucoup là pour la même personne. En tout cas, c'était concomitant. C'était enceinte de ma fille Pénélope, qui est mon deuxième enfant. Je me suis rendu compte qu'enceinte d'une fille, je ne savais pas quelle valeur féminine j'allais pouvoir lui transmettre. Donc, votre aîné était un garçon. Oui. C'était OK, la question... La question ne s'est pas posée et j'étais... alors là, la naissance d'Arthur a rebattu énormément de cartes. J'en ai même fait un livre qui s'appelle « Avant, je n'étais que moi » parce que il n'y a pas plus grand séisme dans la définition de qui on est, de comment on fait. Enfin bon, il y a rien de plus grand que ça. Donc ça c'est Arthur. Arthur a ouvert la voie. C'est comme le pisteur avec ses explosifs. Il fait exploser le truc, l'avalanche se déclenche. Donc, mais je continue comme ça à travailler. Et puis quand enceinte de Pénélope, quand même mine de rien, la maternité d'Arthur a ébranlé énormément de choses chez moi. Et c'est au moment où je suis enceinte de Pénélope que je commence à paniquer. Jusqu'à là, j'essayais de tenir le truc à peu près. Et surtout vraiment avec cette histoire il y a vraiment cette sorte de féminité, d'identité féminine qui était importante à ce moment-là pour moi. Je travaillais avec des mecs dans cet univers de l'entreprise extrêmement masculin. Mes parents m'ont élevée de façon féministe, donc en me disant les garçons et les filles c'est pareil. Et puis quand même avec mon Arthur et puis bientôt ma Pénélope, non, les garçons et les filles c'est pas pareil. Et je savais pas dire en quoi c'était pas pareil, mais je voyais bien que c'était pas pareil. Et j'avais besoin de comprendre. Je ne savais pas. Enfin bref, de toute façon, je comprenais rien. J'étais au plus mal et j'étais au fond du seau. Et alors, on appelle ça des burn-out, mais à cette époque-là, ça s'appelait encore une dépression. Donc, oui, c'est ça. Ouais, okay. voilà. D'accord. Donc, une gentille dépression et donc que je soigne et donc que je soigne par des médicaments, par des thérapies, enfin par tout ça. Quel type de thérapie vous avez Psychothérapie très classique. Et à partir de là, c'est là qu'arrivent les rideaux, puisque donc j'ai besoin de rideaux. J'apprends à faire des rideaux et je suis totalement emballée par ce que je viens d'apprendre. Mais totalement. Et en fait, j'ai plein d'idées que je ne vois pas dans le commerce. En fait, des têtes de rideaux, des formes de rideaux, des compositions de rideaux. Assez rapidement, je deviens ridologue, c'est-à-dire que j'organise des ateliers chez moi où les gens viennent fabriquer leur paire de rideaux. Donc, on arrive le samedi matin, j'ai des rouleaux de tissu, et j'avais une batterie comme ça de machine à coudre et on repartait le dimanche soir avec sa paire de rideaux. Et en fait, ce qu'on venait faire là, c'était ce truc, cette phrase que j'adore, qui est « c'est moi qui l'ai fait ». Et donc, sous couvert de faire un rideau, il y avait quelque chose, c'était un travail manuel, collectif, sympathique, on faisait ça ensemble. Et surtout, ça provoque de la fierté, ça provoque de la surprise, c'était en fait un atelier de développement personnel. Oui, voilà, j'allais y venir. Qui passait par un loisir créatif. C'est ça, la ridologie. C'était ça, la ridologie. De cette dépression et de ce burn-out à l'époque. OK. Ouais. Sauf que vous n'avez pas creusé plus que ça, puisque vous êtes reparti en entreprise. Ah non, alors ça a duré, c'est quand même une affaire qui a duré 6 ans. Ah, pardon. Oui, OK. Non, alors ça, non, c'était une vraie phase dans ma vie. Mais ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est que tout ça m'a amené à 1999 où est arrivé Internet. Et pour quelqu'un comme moi, c'est irrésistible. Ah ben, évidemment. Et
d'avoir d'ailleurs travaillé avec ces rideaux, de réfléchir en 2 dimensions, etc. J'avais quand même besoin, au bout de toutes ces années, de retrouver un métier un peu plus intellectuel, parce que j'avais complètement basculé dans un travail manuel. Et quand aujourd'hui je me dis, j'avais une quête de ma féminité, c'était pas ma féminité que je cherchais tant que ma frivolité. Et j'avais besoin d'exprimer ma fantaisie dans mes histoires de qualité de service. Alors, c'est quand même moi qui arrivais, mais je me déguisais encore j'avais des tailleurs. Enfin, vous voyez, j'étais habillée comme on était habillé dans les années 80 pour aller dans les entreprises. Donc, j'avais besoin de libérer tout ça. Je vis dans un monde intérieur qui est extrêmement coloré et j'ai appris à le libérer. Ouais. Voilà. Chaque décennie m'a permis de libérer un peu plus encore ce monde intérieur. C'est beau. Mais par contre, vous le dites, l'appel irrésistible de ce phénomène qui était génial à vivre à la fin des années 90, c'est Internet. Mais c'était surtout ce qu'on peut faire avec Internet. Enfin, c'était voilà. Je suis néophile. Les nouveautés me plaisent. Je suis née dans les années 60. C'était une décennie de nouveautés absolues. C'est la décennie où on a marché sur la Lune, on était réveillés enfants. J'ai vu ce moment-là, etc. Génial. Okay. Donc, je pense que ça a infusé aussi. Donc, quand Internet est arrivé, j'ai pas pu résister. Et puis, surtout, c'était un moment où on pouvait se déclarer absolument n'importe quoi. Et ça, c'est ma spécialité. Donc, quand on m'a demandé, parce que tout le monde voulait créer des sites Internet et personne n'était formé, puisque personne n'y avait travaillé, donc on m'a demandé, est-ce que tu peux être rédactrice en chef d'un site Internet? J'ai dit absolument. et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais en train de faire, mais les gens avec lesquels je travaillais non plus. Alors, c'est un site qui est né et puis qui est mort assez rapidement parce que c'était pas du tout au niveau. Mais c'était ce moment-là, ce moment d'effervescence, c'était cette espèce de ruée vers l'or où on prenait son seau et puis on partait creuser son trou. Et vraiment, voilà, il y avait pas de loi, il y avait pas encore de spécialistes, il y avait du culot, il y avait de la créativité, il y avait des rencontres, il y avait de l'argent qui coulait à flot parce que tout le monde voulait prendre un bout de ça. Donc si on croisait quelqu'un qui disait oui, moi je veux bien essayer. Et vous étiez quoi, consultante Ouais, on venait voir pour le contenu parce que ce sont quand même ce que je sais faire, c'est raconter des histoires ou concevoir des expériences. Comme j'étais pas technique, je ne savais pas développer. Ça, c'est pas la partie qui m'intéressait. Donc, c'était évidemment la partie visible, les maquettes, quel aspect ça a, Donc, j'ai totalement inventé de nouveau un peu tout ça. Il y a quand même chez moi quelque chose de l'ordre de l'autodidacte. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai pas appris grand-chose à l'école. Donc, ce que j'apprends, je suis en immersion permanente. J'ai trouvé le terme cet été en Californie, c'est du full body experience. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je cuisine, tout ce que je découvre, c'est pas tant ce que je lis, c'est ce que je fais, ce que je vis, là où je vais, etc., va me donner une information dont je vais me servir. Oui, il y a vraiment cette notion d'action qui vous habite complètement, quoi. Et on l'entend dans votre parcours. Mais cette aventure du digital, elle va durer un petit moment, si je dis pas de bêtises. Mais oui. Ça dure une bonne dizaine d'années. Puis, il se passe ce qui se passe à peu près toujours dans mes expériences professionnelles, c'est qu'un jour, les spécialistes arrivent. Et quand les spécialistes arrivent, il se passe 2 choses. Mon système devient totalement obsolète parce que ça m'intéresse pas de me mettre à niveau. Je ne me mets pas à niveau d'un jeune diplômé d'HEC qui sort avec une spécialité en digital. Jamais de la vie. Mais non, oui, vous n'êtes pas du tout sur le même terrain. Oui. Et ils arrivent comme un troupeau galopant. Et Internet aussi a beaucoup évolué. Donc, il y a maintenant des codes. Et dans ces cas-là, c'est plus ma place. Je flaire quelque chose. J'ai pas flairé Internet. Hein, tout le monde s'en est rendu compte. C'est comme si je flairais l'odeur du pain qui cuit avant qu'il soit complètement cuit. C'est ça. Et c'est ça qui me réveille. Et ça vous a porté donc pendant 10 ans. Vous avez notamment été rédactrice en chef pour Psychologie Magazine. Donc alors, j'étais chargée des innovations, très exactement, des innovations du digital de Psychologie Magazine. Il y avait une rédactrice en chef, il y avait une équipe en place. Mais moi, j'étais chargée de créer d'autres sites Internet et de réfléchir à comment utiliser l'interactivité, même à l'intérieur de ces sites, pour la connaissance de soi. Donc, 10 années
on entend ce qui va faire que vous allez tourner cette page-là. Je l'ai tournée. Il faut savoir que les pages se tournent violemment. J'ai pris vraiment en pleine face le fait que j'étais plus du tout au niveau, que les organisations étaient différentes, que ça m'intéressait pas, que je ne les intéressais pas. Enfin, il y avait tout un mélange. Psychologie a été vendue à un grand groupe. Et j'ai dit à ce grand groupe, c'est pas la peine de me licencier immédiatement parce que je ne veux pas faire d'internet chez vous. Et là, je me suis posé la question du développement durable. En me disant du développement personnel, peut-être je peux maintenant réfléchir à des choses plus collectives. Me voilà repartie en Californie pour apprendre le développement durable, puisqu'il y a des universités à San Francisco qui sont entièrement consacrées à ça. Pardon, je me permets de vous interrompre pour remettre dans le contexte. Là, on est au début des années 2010, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est en 2005. Ah oui, donc on parlait très peu de ces sujets-là. Hein. Là encore, vous aviez... senti le pain chaud. On commençait à parler du RSE. On parlait un peu de l'obligation qu'auraient les entreprises à l'avenir. C'est ça, mais à l'époque, ça nous paraissait encore très lointain. Ah oui, depuis, ça nous a bien rattrapé. C'était lointain, mais en tout cas, l'entreprise pour laquelle je travaillais n'en avait absolument rien à faire. C'est ça qui était génial. Donc bref, je vais apprendre ça et je leur dis, laissez-moi réfléchir à la responsabilité sociale et environnementale d'un groupe de presse, parce que c'est intéressant quand même. Et puis alors là, ça a été le fiasco total, pour plein de raisons. D'abord, aller travailler dans une très grosse boîte, c'était la première fois de ma vie et la seule. Ça n'est pas mon équation ni mon biotope du tout. C'était pas un endroit pour moi. Et puis surtout, ça les intéressait pas. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, ça nous a mené jusqu'en 2008 où il y a eu une crise économique très importante. Et les premiers budgets qui sautent dans ces cas-là sont des budgets de publicité. Les groupes de presse vivent de la publicité, donc ils ont perdu 75% de leurs recettes en un trimestre. Donc le développement durable, c'est peu de dire que c'était pas du tout au fond du tiroir. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc mon emploi me quitte. Donc de nouveau, recrise parce que me voilà au chômage. Et puis à chaque fois, l'inconvénient de mon système de fonctionnement, c'est que pour m'emballer pour quelque chose, il faut d'abord que je rencontre quelque chose. Et oui, c'est ça. Et donc s'il n'y a rien à se mettre là-dedans, il y a des plages de recherche et de désespoir et de dépression encore. On se dit, je ne sais pas si c'est de la dépression, mais c'est énormément d'angoisse. Ça, c'est comme quand on attend de tomber amoureux. On ne sait pas, on peut pas savoir. Donc on se dit, mais c'est quand? C'est dans 35 ans ou c'est dans 2 semaines ou est-ce que c'est au coin de la rue? On ne sait pas. Donc ça me met comme ça dans des moments de recherche. Mais alors que je m'ennuyais ferme dans ce job précédent. Où franchement je faisais très peu de choses utiles. Je m'étais inscrite au cours de psychologie positive, donc le premier cours qui était proposé en ligne par Tal Ben-Shahar, par l'intermédiaire de l'université de Pennsylvanie. Donc je faisais ça entre deux, je faisais ça à mon bureau, ça se voyait pas. Et puis tout à coup, n'étant plus tenue d'aller au bureau, j'ai eu plus de temps pour pouvoir m'y consacrer et je m'y suis engouffrée. C'était passionnant, c'était vivant. J'étais le sujet d'études, puisque les devoirs que nous avons à faire en psychologie positive, comme il ne s'agit pas d'une pathologie, de traiter quoi que ce soit comme pathologie, c'est simplement la vie à laquelle on s'adresse. Donc, nous étions nos propres cobayes, et c'était les devoirs qui étaient exigés de nous. Je ne sais plus combien on était, 500, je crois, dans ce cours, dans le monde entier. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tout ça. Et c'est à la suite de ça, toujours au chômage d'ailleurs, que j'ai eu envie de raconter. J'ai trouvé ça tellement chouette que j'ai eu envie de raconter ce que j'avais appris et ce que ça m'avait permis d'appliquer ou de comprendre. Et c'est comme ça que j'ai écrit 3 kiffs par jour. Donc là, en fait, quand vous l'écrivez, évidemment, vous n'imaginez pas la résonance que ça va avoir et la bascule en fait que vous allez faire. Oui, d'autant que pendant ce temps-là, Hachette m'avait offert un bilan de compétences. Alors j'ai passé des heures et des heures et des heures avec une dame et à la fin de tous les bilans, d'avoir fait des listes, interroger des gens, etc. Elle m'a dit, écoutez Florence, ça va être un peu plus long avec vous, il va falloir revenir. Et donc, j'ai dit non, mais ça suffit maintenant. Mais elle m'avait quand même dit, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, ce bilan de compétences. Et elle avait dit quelque chose d'extraordinairement juste. Elle avait dit qu'il fallait que je trouve un sujet différent de ce que j'avais vécu jusqu'à présent pour le présenter à l'extérieur et inventer les outils qui permettaient de le transmettre. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ça veut rien dire. J'avais l'impression de lire l'horoscope. C'était tellement abstrait. C'est quand même exactement... Mais sauf que la réalité, oui, c'est ça. Rétrospectivement, c'est ça que je devais faire et c'est ça que j'avais à faire et c'est ça, en fait, que j'ai fait.
Et que vous faites encore aujourd'hui. Donc, c'est là que vous avez écrit ce livre, Les 3 kiffs par jour, qui a tout de suite été Alors, 3 kiffs par jour, pareil. J'arrive à la fin de mes 2 ans de chômage. Et pendant ce temps-là, quand même, j'avais fait un peu de télévision. J'ai animé une première chronique dans une émission de cuisine. Parce que ça, c'est un autre sujet qui m'intéresse, aussi très très initié à tout ça par mon cousin David, Servan Schreiber, qui était psychiatre et donc atteint d'une tumeur au cerveau. Il a dû complètement réformer son mode de vie et son alimentation. Donc, nous avons tous modifié notre alimentation pour que David, tout simplement, puisse venir à la maison. David, pardon, je fais une parenthèse. C'est lui qui a écrit Guérir, donc livre hyper connu, où justement, il nous a initiés aussi à travers ce livre à la méditation, etc. Je crois le MDR aussi, si je dis pas de bêtises. Le MDR, la cohérence cardiaque. C'est ça. Et la psychologie positive. C'est là que j'ai lu pour la première fois de ma vie le terme psychologie positive. Donc, je voulais faire juste cette parenthèse pour le resituer. Et donc, vous, évidemment, alors, vous avez... comme j'étais vraiment, voilà, il fallait, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui cherche, enfin, qui essaye donc il y a ce sujet-là de l'alimentation, à la fois santé et sexy, parce que c'est toujours pareil. Si on vous dit faut pas manger, c'est différent de dire, voilà, des recettes géniales. J'avais comme ça tenu une chronique à la télévision sur Cuisine TV. Par la suite, j'ai eu ma propre émission qui s'appelait des recettes qui font du bien et on a fait 4 saisons et ça c'était comme d'aller à la récré, quoi. J'avais un décor, on m'avait demandé ce que je voulais comme cuisine, j'avais vraiment décrit mon décor idéal. Ils avaient créé le décor idéal. Donc, à coup, l'intérieur de ma tête était devant moi. C'est parfait, c'était génial. Et donc, en effet, on cuisinait. Alors, on me maquillait, on me coiffait. Enfin, j'ai adoré. Et donc, j'arrive à la fin de cette période de chômage et de temps en temps comme ça des tournages d'émissions, mais c'est pas de ça dont je vais vivre. Donc, je m'apprête à retourner à Pôle emploi. Sauf que 3 kiffs par jour commence à se vendre. Et 3 kiffs par jour commence à se vendre très vite. Et surtout, il y a eu comme ça parce que ça s'appelait 3 kiffs par jour, je crois, il y a eu une traction dans les médias. Et donc, je me suis retrouvée au Grand Journal de Canal+. Oui, c'était le grand rendez-vous de début de soirée. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, j'étais tellement stressée, j'étais très intimidée parce que c'est une émission que moi je regardais avec ferveur, donc j'avais l'impression d'être dans la cour des grands. J'ai eu exactement 3 minutes 30 à l'antenne, mais ça a été 3 minutes 30 formidable parce que d'abord le sujet est passé, on a commencé, c'était Mouloud Achour qui était en face de moi et qui commence à faire des gestes comme s'il était en train de fumer un joint en disant 3 kiffs par jour. Moi aussi je fais 3 kiffs par jour. Et il y avait à côté de moi Leila Bekti, une actrice formidable. Oui. Et c'est elle qui l'a repris en lui disant mais non, c'est pas du tout ça. Je vais te dire un truc. J'ai eu mon frère au téléphone tout à l'heure et j'adore mon frère. Et ben c'est un kiff. Et quand je parle à mon frère, je ressens des choses formidables. Elle l'a illustré parfaitement. Elle l'a expliqué avec ses mots. Et à partir de là, parce que c'est un peu organisé comme ça en France, les médias se suivent les uns les autres. Le fait d'être passé à cette émission m'a ouvert les portes de tout un tas d'autres choses. Oui. Il y a eu comme ça du buzz autour du livre. Mais il faut reconnaître, donc c'était il y a presque 15 ans maintenant. Le livre se vend toujours et le livre se vend toujours toutes les semaines. Donc, c'est pas que le buzz d'il y a 15 ans. C'était vraiment quelque chose. Je crois que le contenu du livre fait aussi partie de ces contenus qui sont accessibles, identifiables. On s'y reconnaît. Ces transitions de vie, parce que c'est quand même un livre qui raconte plein de transitions de vie, se présentent à n'importe quel moment dans la vie des unes des autres, se représentent dans la mienne. Une fois que 3 kiffs par jour est sorti, je commence à me demander de donner des conférences. Et ça, c'est un métier que j'avais complètement mis sous le tapis pendant 20 ans, puisque c'était mon premier métier. Comme ça, en formation de PNL oui, formation PNL et à la qualité de service surtout. C'est ce que je faisais. Et j'ai retrouvé ce métier qui est ma vocation. C'est quand même celui-là. En résumant tout, c'est de venir raconter sous toutes les formes. Oui. Donc depuis 3 kiffs par jour, ça a été sous la forme évidemment de conférences. Ça c'est vraiment ma vie professionnelle dans la journée. Je vais dans des entreprises et je donne des conférences. J'organise des choses dans des théâtres pour le grand public. Donc quand j'ai une nouvelle conférence, j'en fais presque un spectacle. J'ai également créé un vrai spectacle qui s'est appelé La Fabrique à Kiff. Alors ça, vous étiez en scène. Voilà. En scène, absolument. C'était pas ça votre rêve d'enfant d'ailleurs? J'ai pas lu ça, que vous rêviez d'être chez Julie Andrews? Oui, Julie Andrews, tout à fait.
Pour la resituer, c'est Mary Poppins ou comment elle s'appelle ? C'est Maria dans la Mélodie du Bonheur, c'est ça, du bonheur. Maria dans la Mélodie du Bonheur. Bon, donc là, quand vous faites la Fabrique Active, vous êtes sur scène auprès de 2 amis, c'est ça ? Alors, deux femmes que j'ai rencontrées à cette occasion, qui sont devenues des amies, qui étaient thérapeutes, elles. Et on incarnait nos propres rôles. C'est-à-dire que j'étais Florence Servan-Schreiber, prof de bonheur, et elle était thérapeute, et donc on a écrit un spectacle hilarant. Évidemment, on s'est fait aider par des gens qui nous ont mis en scène, qui nous ont aidés dans l'écriture. Enfin, c'était aussi de pénétrer un autre univers qui est celui du théâtre. On a tourné pendant 3 ans avec ce spectacle incroyable où le lundi soir, on allait jouer comme ça dans toute la France, et puis le reste de la semaine, on faisait notre métier comme d'habitude. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que depuis les 3 kiffs par jour, vous avez comme tiré ce fil-là de vulgariser le bonheur, de le rendre accessible simplement. Il n'y a pas ce côté un peu prise de tête qu'on peut parfois ressentir dans le développement perso. Ce que vous nous offrez, c'est la psychologie positive que vous nous rendez accessible à travers des outils simples. Là, on a pas mal parlé de cet exercice des 3 kiffs par jour, mais vous parlez aussi d'écriture, de cohérence cardiaque, etc. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, votre activité ? Mon activité, c'est de faire des choses, de ne parler que de sujets sérieux sans me prendre au sérieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tout ce dont je vous parle est fondé, vient de quelque part. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que un autre fondement qui me permet d'appuyer des choses que je viens raconter, c'est mon expérience. C'est-à-dire qu'à mon âge, on ne peut plus faire l'économie de son expérience. Je peux pas raconter mon parcours comme une étudiante qui travaille depuis 10 ans ou depuis 20 ans. J'ai la totalité d'une vie derrière moi. Donc, c'est aussi la base de tous ces apprentissages. Donc, il y a vraiment cette notion de transmission qui va prendre plein de formes, que ce soit à travers vos livres, à travers les conférences que vous donnez, ce que vous faites sur scène. Je crois que vous avez aussi sur Internet des programmes. Il y a une académie en ligne, donc ça va être par l'écriture, par la parole, par du digital. Je viens vous raconter ce que je sais. Voilà. Et en effet, l'écriture, par exemple, est un des sujets sur lesquels j'ai également travaillé. J'ai publié un livre qui s'appelle Écrire pour s'épanouir et kiffer. Après avoir été chercher toutes les recherches qui ont été faites sur le pouvoir de l'écriture sur notre psychisme et vie psychologique. Donc à la fois les traumatismes en thérapie, mais aussi l'épanouissement, la créativité, la façon dont on peut vraiment se développer grâce à ça. Là, je vous écoute et je me dis vraiment, c'est super de vous parler avec vous pour cette semaine de la santé mentale, parce que souvent, on résume la santé mentale au trauma. Et puis là, en fait, vous reliez ça beaucoup à une clé d'épanouissement. En fait, on n'est pas obligé de parler du noir tout le temps et des choses négatives. Au contraire, on va cultiver avec vous, on cultive le positif. Le trauma sera là quoi qu'il arrive. Alors lui, il prend toute la place, il fait tout ce qu'il veut, c'est lui qui règne. Donc, si on veut le contrebalancer, en fait, il faut en prendre la décision, c'est-à-dire que on apprend énormément de choses sur le trauma. Ce que je sais, c'est qu'on peut aussi apprendre énormément de choses sur l'épanouissement. Et mon job à moi, c'est ça, puisque le trauma, alors je ne sais pas si vous savez ça, mais je suis par ailleurs présidente de l'école qu'avait créée David, qui s'appelle l'Institut français de MDR. Oui. Et donc, nous formons chaque année des centaines de thérapeutes à l'EMDR. Et l'EMDR, c'est vraiment pour le traumatisme. Donc, je suis dans mon fort intérieur, dans la partie de moi qui aime aider, celle qui est au service. J'ai les 2 extrémités de l'éventail, c'est-à-dire que le traumatisme est couvert par des gens. Moi, je ne pourrais pas vous enseigner ça, parce que vraiment, ce sont des gens qui sont complètement calés, qui font ça. Et de l'autre côté, je viens nous rappeler que malgré et en plus de nos traumas, il y a des choses que nous pouvons faire avec légèreté. Pour moi, une journée est une composition de moments. C'est pas une journée. Il y a différents instants. Il peut y avoir différentes couleurs, différents goûts, différentes saveurs dans la journée. Avant de passer aux questions rituelles, j'aimerais savoir ce que vous aimeriez dire à cette Florence là qui a 19 ans, qui n'est pas hyper bien dans sa peau, si je comprends bien, qui est sur le point de s'envoler pour la Californie. La femme que vous êtes aujourd'hui. La seule chose que j'ai à lui dire, c'est ça va aller. Et quoi qu'il arrive, ça va aller. Et c'est vrai. Et c'est allé dans énormément de directions, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Mais ça va aller. Nos ressources sont incroyables et nous avons chacune et chacun notre façon de faire.
Et ce dont on se rend compte vraiment décennie après décennie, parce que là maintenant j'en ai plein dans les pattes des décennies, c'est que, en tout cas chez moi, chacune va être traitée d'une certaine façon et permet à l'autre de se consolider et de construire dessus, et qu'on n'arrête jamais cette construction. Heureusement. C'est fatigant, mais c'est fantastique. C'est tout ça à la fois, c'est vrai. Allez, mes quelques questions rituelles pour terminer. J'aimerais savoir, vous, Florence, si vous êtes à l'écoute de votre petite voix au quotidien. Nous sommes 7. Ça fait du monde. À l'intérieur de moi, oui. Donc, je suis sans arrêt en dialogue avec quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Alors, si vous faites référence à l'intuition, au fait d'avoir pris de mauvaises décisions, bien sûr, je prends de mauvaises décisions, malgré le fait que je n'écoute pas toujours. Il y a des choses que je me dis, et puis il y a des choses que je me dis pas, très franchement, que je découvre en marchant. Mais oui, j'ai beaucoup de dialogue intérieur, et je suis très très sensible à cette partie-là. Et j'aimerais qu'elle prenne encore plus de place. J'aimerais qu'elle mène la danse, en fait. Ça me ferait des vacances. Je pense qu'on en est tous là, mais que le mental prend de la place. C'est aussi. Ça. Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement éclairé votre chemin de vie? Quand j'ai lu Manche Priem d'Elisabeth Gilbert, ça a ouvert quelque chose de très important pour la suite, qui était, elle écrivait ce livre à la première personne, et c'est au moment où je m'attaquais à 3 kiffs par jour, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais tu as lu Manche Priem ?» Et non, donc je l'ai acheté, et j'ai découvert qu'en parlant à la première personne, je m'identifiais complètement à elle. Et ça m'a autorisée à écrire 3 kiffs par jour, comme ça. Quand même, hein. Et ça a complètement libéré quelque chose dans mon écriture depuis, parce que c'est là que mon écriture, c'était pas le premier livre, mais c'est vraiment à partir de là que j'écris quasiment tous les jours. Je ne parle même plus au singulier, je parle au pluriel. C'est-à-dire, c'est nous. Je considère que tout ce qui m'arrive, tout ce qui vous arrive, m'arrive aussi. Et oui. Ouais. Donc, ça nous arrive. Donc ce livre-là a ouvert ça pour moi. Est-ce que vous avez un rituel bien-être quotidien? Le matin, au réveil, la première chose que nous faisons, Alex, mon mari et moi, c'est que nous méditons. Ok. Ouais, au lit, alors couché, pas du tout dans les positions zen, etc. Oui. mais nous méditons au lit. Ok, d'accord. Bon, et Florence, est-ce que vous êtes heureuse? À cet instant précis, oui, mais je ne sais répondre que dans l'instant. Je suis vraiment comme les dorades, c'est-à-dire que je vois là où je suis, je peux vous le dire là maintenant. Rien ne me dit que dans un quart d'heure, je ne serai pas effondrée par un blocage, je ne sais pas, quelque chose qui se présente là. Je suis incapable de vous dire oui, je suis heureuse. Mais là tout de suite maintenant? Là tout de suite, oui. Ah, chouette. Mais vous savez quoi, Florence? Ça a été un vrai kiff pour moi, cet entretien. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Je repars avec un grand sourire. Donc, et moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why don't you look outside yourself?